Après, des sites web. Donc Citoyens Solidaires du 06, c'est un site d'actualité mais aussi qui recense les personnes poursuivies. Donc citoyensolidaires06.com, c'est une association qui est en train de se créer. Je vais vous présenter les assos et il y a moyen de les soutenir aussi. Il y a une cagnotte ici et il y a des médias, des choses intéressantes là-dessus. Je reviens aussi sur le site de Habitat et Citoyenneté sur lequel on peut s'inscrire pour héberger ou pour transporter. Il y a un truc qui marche beaucoup mieux, c'est d'appeler Uber. Voilà. Non, pas appeler Uber et taxi. Alors, est-ce qu'on file le numéro? On file le numéro. Voilà. Notez-le. Si vous êtes prêt à héberger des gens, il y a des situations d'urgence qui arrivent régulièrement, c'est-à-dire que on dépose des personnes devant Habitat et Citoyenneté qui savent pas où dormir le soir. C'est le cas aujourd'hui. Il y a une famille de Tchétchènes, un couple qui est avec nous, qui se retrouve sans possibilité sans toit pour dormir ce soir. Donc c'est un couple avec 3 enfants et qui ont besoin d'un toit pour ce soir. Si vous avez une possibilité de dépannage, c'est pas du logement long terme, c'est du dépannage. Ils ne sont pas abandonnés par les associations. Donc voilà, c'est des personnes qui sont en lien avec les associations. Simplement ce soir, une urgence. Donc on donne le numéro d'Uber, 06 21 41 23 82. 06 21 41 23 82. Voilà, et pour transporter et pour aider. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, cette famille tchétchène est juste au fond de la salle ici. Elle est en situation tout à fait régulière. Donc ne soyez pas inquiets, vous ne prenez aucun risque à l'héberger. Et ça serait bien qu'il puisse être hébergé jusqu'à lundi, mardi, pour qu'on puisse assurer la suite. Donc le week-end avec une famille de 5 Tchétchènes et en situation régulière. Merci. Pour vous dire, dans les situations tendues dans la Roya, il y en a 60 ou 80 qui arrivent dans la journée et il faut assurer ça. Et ça fait 2 ans que ça dure. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. T'exagères un peu. Quoi? Quand la semaine dernière, tu en avais 4 à la maison, tu disais quand même, bon bref. Allez, donc non, c'est pas de l'exagération. Et on aura là dans le programme de la conférence des témoignages de gens qui hébergent, voilà, pour casser la glace un peu, quand on l'a pas fait, on ne sait pas bien ce que c'est. Donc on aura ce témoignage. Un autre site important, c'est le site du collectif délinquantsolidaires.org qui vient de se créer. On peut s'inscrire à une newsletter. Pour ça, il faudra que vous alliez sur ce site. Délinquants solidaires, c'est ce collectif qui rassemble 400 associations. C'est un peu le moteur, là, l'avant-garde, enfin la locomotive du truc. Le site psmigrants.org avec des réponses, si on héberge, si on se retrouve avec des migrants, il y a des réponses très pratiques, des cas pratiques, comment ça se passe quand on rencontre quelqu'un. Logistis, c'est un site de référence et l'association de référence, avec beaucoup d'informations juridiques. On m'a conseillé de citer le site Passeur d'hospitalité, qui est très bien aussi, qui traduit certains articles en anglais. Info MIE, pour les enfants, les mineurs isolés, Info MIE. Et puis un autre site, exil au pluriel.org. Ça, c'est un truc qu'on pourra mettre dans la newsletter, refaire une liste de ça. Juste une dernière information, c'est qu'il y a plein de procès à venir, et notamment celui du 16 février de Félix, qui est parmi nous, et qui va se passer en Italie. En Italie, donc le 16 février, et donc se prépare, donc il faudrait du covoiturage.
la question du covoiturage. Donc s'il y a des gens qui ce soir ont prévu d'y aller, qui se fassent connaître à un moment. Et ou le train pour Imperia. Voilà, il y a un appel à la mobilisation pour aller là-bas. En plus, on ne connaît pas le tribunal de là-bas. C'est sympa. De toute façon, chaque fois qu'on y va, on gagne. Hein. Chaque fois qu'on joue, on gagne. Donc, on continue. C'est quoi Oui, là-bas on joue à l'extérieur, hein, c'est pas gagné, parce que l'Italie c'est quand même pas la... Bon, si vous voulez, je crois qu'on peut commencer, Pierre-Alain. Donc on voulait vous proposer d'abord de faire un petit compte rendu de la journée du délibéré de ce matin, mettre pour nous le défenseur de... Mince, j'ai raté un coup. Alors je reprends, j'efface tout. Le nerf de la guerre. Nous avons vu le nombre de personnes qui nous ont fait confiance aujourd'hui, sont venus nous soutenir et travailler avec nous. On pensait se retrouver dans cette salle-là et être trois petits groupes de 15 ou 20 personnes. Il y avait à peu près, en fait, on a pu créer trois groupes de 50 à 60 personnes, si ce n'est plus. On a été obligé de louer une salle supplémentaire. Je vous rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que dans la ville de Nice, il est difficile de trouver une salle municipale. Si ce n'est une salle où vous devez payer des compagnies de vigile, on a refusé de se prêter à ce jeu, donc on en est à se réfugier dans un hôtel comme celui-ci, sur du privé. Voilà où on est dans notre belle ville de Nice. ADN a encore de longs jours devant elle. Ceci dit, pour régler ce tout petit problème ou tout ou partie, on vous propose le chapeau de notre ami Olivier. Alors il est petit, mais une fois rempli, je crois que ça pourra le faire quand même. N'hésitez pas. Et ne partez pas avec le chapeau, parce que sans le chapeau, Olivier, il est fou. Voilà. Donc allez, un petit peu de sérieux maintenant. Si j'ai pas oublié, donc je pourrais m'oublier, on peut commencer. Donc on disait qu'on ferait avec... il était prévu que Maître Ziaouloumi, le défenseur de Cédric, fasse un petit peu le point. Je crois que la journée a été un petit peu longue pour lui et c'est Maître Damiano qui, dans un premier temps, va nous faire le petit compte rendu de la journée, nous expliquer jusqu'où on a pu aller. Bonsoir à tous. Donc, on vous prie d'excuser l'absence de Zia Ouloumi qui a défendu Cédric sur cette affaire-là. Alors, je vous dis tout de suite, je n'ai pas entendu la totalité de la lecture du délibéré. Nous étions évidemment présents tous à l'audience. Donc, je rappelle quand même qu'il y avait un certain nombre de griefs à l'encontre de Cédric. On n'entend pas Mireille. Je continue de le recommencement. Donc, on lui reprochait en réalité donc un transport avec la particularité que c'est un transport transfrontalier. D'autre part, des aides diverses au séjour et ensuite l'occupation, enfin du moins la responsabilité de l'occupation du lieu des Lucioles. Le délibéré, vous l'avez sans doute entendu, est une relaxe pure et simple sur tous les faits qui se sont déroulés sur le territoire français et une peine d'amende de 3 000 € avec sursis s'agissant du transport avec passage de frontières. Bon. Alors, sur le point des Lucioles, parce que c'était quand même assez particulier, dans la mesure où il avait été indiqué que, comme tout le monde le connaissait, c'était donc à son encontre qu'avaient été dirigées les poursuites. Moi, ça m'a fait penser à quelque chose de très simple. Je me suis dit, tiens, c'est la loi anti-casseur qui renaît, hein, finalement. On en a un certain nombre, on en prend un qu'on connaît, il est responsable pour tout le monde, et en avant. Bon. Je pense que là, bien évidemment, et alors qu'on a eu affaire à un magistrat de qualité, qui a su entendre les arguments qui étaient développés et qui a su faire du droit et qui a osé faire du droit. Moi, je crois qu'il faut lui reconnaître beaucoup de talent parce que je peux vous dire qu'en ce moment, la vie n'est pas très simple pour elle au sein du palais de justice. Donc, on la salue au passage d'avoir été d'une grande honnêteté intellectuelle.
évidemment que ce grief-là et cette infraction n'a pas été retenu. Pas plus d'ailleurs que tout ce qui relevait de l'immunité pénale humanitaire. Je rappelle qu'à l'occasion de la décision rendue pour Pierre Alain, qui était encore une fois une décision qui est une magnifique décision et faite de dentelle, il a bien été précisé les conditions dans lesquelles on ne peut pas être poursuivi pour de l'aide au séjour à partir du moment où ça se situe dans un cadre humanitaire. La particularité très intéressante de cette décision et qui faisait que nous étions un petit peu dans l'interrogation s'agissant du problème du transport, puisque l'article en question est un article qui effectivement précise une immunité sur le séjour, mais qui, de par sa rédaction, permettait aux représentants du parquet de s'engouffrer dans une faille, pas une faille, mais dans une interprétation possible, qui était que aider à domicile, c'est bien, les transporter, ça ne va pas du tout et c'est plus dans les clous. Donc la décision précisait bien que le transport n'étant qu'un outil de mise à l'abri, eh bien ce n'est pas parce qu'on se trouve dans un véhicule que par définition on ne peut pas être bénéficiaire de cette immunité humanitaire. Donc par définition, si vous voulez, elle ne va pas se démentir par la suite dans la deuxième décision qu'elle rend, puisque tout ce qui a trait à l'aide au séjour, au permettre de personnes de retrouver une certaine dignité, de l'aide à la santé, au conseil juridique, etc., n'a pas bien entendu été poursuivi. Ce qui faisait difficulté, c'est effectivement le franchissement de frontières. C'est par définition, là c'est le plus complexe. Même s'il avait été précisé que l'aide était tournée vers des familles avec enfants sur lesquelles il y avait une alerte particulière quant à leur situation. De ce fait-là, il a été quand même retenu, et ça c'est un élément qui est extrêmement important et qu'il faut aussi saluer parce que ça a été retenu également dans le dossier de Pierre Alain, c'est qu'à partir du moment où on a des droits qui se confrontent, des droits qui sont évidemment des droits de hauteur constitutionnelle ou supranationale, eh bien, il faut faire jouer un principe de proportionnalité. Ce principe de proportionnalité qui est enfin admis dans la sphère pénale et dans la sphère criminelle, qui a été retenu par la Chambre criminelle, permet de dire que lorsque, par exemple, on affronte un droit, n'importe lequel, un droit de propriété, mais à un droit d'information, c'était le cas retenu, eh bien, évidemment, on va faire jouer le plus fort de ces droits, c'est-à-dire celui qui a le plus à être protégé. C'est ce qu'elle avait retenu pour Pierre Alain, puisqu'elle avait indiqué que le droit à la dignité, le droit à la sécurité, qui est l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, évidemment, n'a que peu à faire avec les infractions qui lui étaient reprochées. En conséquence de quoi, elles devaient être mesurées. C'est exactement ce raisonnement qui a été tenu ce matin, puisque la peine de 3 000 € d'amende avec sursis tient compte effectivement de cette proportionnalité et de cette mesure nécessaire, puisque par définition c'est aussi le droit à la sécurité des personnes qui a été mise en évidence. Voilà, donc je dis bien a priori, je n'ai pas d'informations, mais je ne pense pas qu'il y ait eu cet après-midi un appel du parquet. Qui se satisfait haut et fort parce qu'on a reconnu la culpabilité quelque part, hein, donc ça a l'air de les satisfaire. On va attendre, pour en avoir discuté avec Zia Odoumi et Cédric, peut-être qu'il le précisera, pour l'instant cette décision peut être exploitée très utilement dans sa rédaction. Il y a 10 jours, bien entendu, pour faire appel, tant pour le parquet que pour Cédric également, avec une disposition plus large pour le parquet général. Voilà, donc on en est là. Moi, je crois que c'est une bagarre de plus qui est gagnée et qu'il était difficile, sans doute, d'avoir, de part aussi un certain nombre de réflexions et d'annonces qui ont été faites, parce qu'on est là dans le cadre de quelqu'un qui a revendiqué ses actions, donc qu'il l'a dit, écrit, multiplié des déclarations, il n'en pourra pas de le dire, mais en conséquence de quoi, à un moment donné, ça a aussi des conséquences qui sont tout à fait naturelles. Donc, a priori, cette décision devrait être maintenue, mais nous en saurons plus dans 10 jours, exactement.
Voilà. C'était juste pour dire qu'une solution pour les 3 000 €. Vous demandez à la ville de Nice une solution. Est-ce qu'on passe à des questions là-dessus ou on passe plutôt à la suite? Donc c'était pour faire le point. Globalement, ça veut dire que on s'engage pas trop non plus dans des transports trop hasardeux dans la vallée de la Roya, c'est clair? Justement, c'est juste une question sur ces 3 000 € avec sursis. Enfin, moi, je suis pas très familière de ces amendes avec sursis. Il y a des choses, je pense, qu'on connaît plus pour les peines d'emprisonnement. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça signifie, comment il faut l'interpréter, et est-ce que c'est courant, et le fait que, c'est quand même une condamnation quelque part. Bien sûr, c'est une reconnaissance de culpabilité avec une appréciation extrêmement modérée des conséquences de cette reconnaissance de culpabilité au vu des principes que j'ai énoncés tout à l'heure. On pourrait s'attendre quand même à beaucoup plus. Je vous rappelle quand même que le parquet et les réquisitions menées de notre procureur lui-même étaient de 8 mois avec sursis. Hein. Donc, on peut considérer que c'est effectivement une peine très modérée, qui ne sera pas effectuée, bien entendu, qui, comme tout sursis, par définition, peut être remise en cause à la suite d'une infraction qui pourrait être commise dans le délai de 3 années, et qui pourrait remettre en cause sur le fait qu'on demande à ce que le sursis tombe sur les précédentes condamnations. On va inviter Cédric à être président. On va essayer de passer à la suite, il n'y a plus de... Il y a encore des places devant. C'est-à-dire que Cédric, malgré tout ce qui pèse sur lui, ne va pas s'empêcher d'aider les réfugiés. Non, c'est une question, s'il te plaît. Non. Oui, il va poser la question là. Ouais. J'en finis. Donc, je veux juste dire que donc il va continuer. Donc il y a de forts risques. Non, s'il te plaît, Nicolas, là, tu fais des assumptions. On t'interviendra après avec Cédric. Ok. Là, c'est le moment où on va passer au choix suivant. Il va continuer. Non, tu fais des assumptions. Bon, qui vivra verra, et on est prêt à affronter ce qui nous attend. Si vous voulez, on peut passer à... on va donner la parole à Marie-Christine Vergiat, députée européenne, élue Front de gauche, qui est spécialiste de l'immigration et qui a des explications à nous proposer sur, en gros, comment ça se passe là-haut. Bon courage. Je sais pas bien ce que c'est là-haut. C'est la question qu'on se pose nous aussi. Qu'est-ce qui se passe là-haut? Peut-être que de temps en temps, pour savoir ce qui se passe là-haut, il faudrait bien savoir ce qui se passe à Paris. Parce que le là-haut, comme vous dites, il est beaucoup influencé par le gouvernement français, et ça c'est une des clés de compréhension des institutions européennes. Mais je vais essayer de développer autrement. Je ne sais pas si je suis une spécialiste de ces questions. Une chose est sûre, c'est que je travaille beaucoup sur ces questions et que j'ai fait adopter au Parlement européen un rapport qui s'appelle Migration et droits de l'homme, qui esquisse notamment un certain nombre de réponses par rapport... Moi je l'affiche humaniste, j'avais parlé dans le micro. Un certain nombre de réponses sur, de propositions, plus exactement, par rapport aux questions que vous vous posiez en fin d'après-midi dans ce que j'ai entendu sur les questions de quel droit mettre en œuvre, notamment la question de comment mettre en œuvre les conventions internationales, la question de la Convention de Genève, mais aussi une convention dont on ne parle jamais, qui est importante, qui s'appelle la Convention internationale sur les droits des travailleurs migrants et de leurs familles, qui est une convention de l'ONU, qui est une convention qui n'a été ratifiée par aucun État membre de l'Union européenne,
pour la bonne et simple raison qu'elle rappelle ce qui est une évidence, que tous les migrants ont des droits, que tous les travailleurs migrants ont des droits, y compris quand ils sont en situation irrégulière. Et j'aurais tendance à dire que quand ils sont en situation irrégulière, qu'ils sont travailleurs migrants en situation irrégulière, ils sont particulièrement vulnérables et qu'ils doivent être particulièrement protégés. Mais justement, nos États ne veulent pas ratifier cette convention internationale. Plus généralement, et peut-être en mordant un petit peu sur ce que va dire mon voisin, moi quand je parle de ces questions, je rappelle toujours, d'abord je dis une première chose, il n'y a pas de crise des migrants dans l'Union européenne. Ça c'est un fantasme. Il y a une crise de l'accueil des réfugiés et des migrants. Et c'est parce que les États refusent d'accueillir par des voies légales des migrants et des réfugiés qu'il y a des points de crispation, je dirais, qu'on a bien connus à Calais et qu'on connaît aujourd'hui dans la vallée de la Roya. Et c'est aussi parce que les législations européennes ne sont pas appliquées ou sont suspendues que nous sommes dans cette situation-là. Nous parlions tout à l'heure, avant de rentrer dans la salle, de la question de la suspension de Schengen et du rétablissement des contrôles aux frontières. Je crois qu'il faut le dire, le répéter. La France a demandé cette suspension, ce rétablissement des contrôles aux frontières pour la COP21, ce qui était déjà tout un programme. Hein, et je pense que c'est bon de le rappeler. Et qu'elle a profité, excusez-moi de le dire comme ça, des attentats du mois de novembre pour demander de la prolongation de ce contrôle aux frontières. Donc en aucun cas, la suspension de Schengen, donc le rétablissement des contrôles aux frontières, n'est un outil de contrôle migratoire. En aucun cas. Deuxième chose, je crois, la France n'est pas concernée par l'évolution des mouvements migratoires venant sur le continent européen. Il y a eu, en 2015, plus d'1 million de personnes qui ont traversé la Méditerranée. L'année dernière, 360 400 000. Hein, donc le mouvement s'est déjà profondément modifié. Il s'est modifié en grande partie, je vais dire comme ça, grâce à l'accord entre l'Union européenne et la Turquie. Mais moi je dis que si la Turquie n'avait pas ouvert les vannes et créé un instrument de chantage vis-à-vis de l'Union européenne avec les migrants, il n'y aurait pas eu les mouvements migratoires que nous avons constatés entre la Turquie et la Grèce. Pendant des mois, pour ne pas dire des années, M. Erdogan, pour ne pas le nommer, le président turc, un démocrate devant l'éternel, a dit que les Syriens, notamment, étaient les bienvenus en Turquie, qu'ils étaient ses frères musulmans. Et puis, d'un seul coup, alors permettez-moi de faire un petit dégagement politique, au moment où la gauche radicale est arrivée au pouvoir en Grèce, il y a eu un mouvement extraordinaire de gens qui subitement se sont mis à traverser la mer Méditerranée entre la Turquie et la Grèce en direction des îles grecques. Je pense que ce n'est pas un hasard. Et je pense que le fait que du jour au lendemain, à partir du moment où l'Union européenne signe un accord avec la Turquie, ces mouvements migratoires s'arrêtent quasiment par magie, n'est pas un hasard non plus. La Turquie est un État fort, est un État particulièrement policier. Donc il a toujours eu les moyens de contrôler ses frontières. Et donc il a créé l'instrument de pression qu'il fallait sur l'Union européenne et ça marche. Malheureusement, ça marche. Et aujourd'hui, comme les principaux mouvements se font entre la Libye et l'Italie, ils n'ont pas augmenté de façon exponentielle, contrairement à ce qu'on nous raconte. Le mouvement était de 150 000 en 2015, il est à 180, 190 000, ça va probablement augmenter, mais ça n'a strictement rien à voir avec ce qui s'est passé en 2015. Mais on est en train de nous mettre la pression pour nous expliquer qu'il y a un fort mouvement migratoire depuis la Libye et qu'il faut arrêter ce mouvement migratoire.
et que le week-end dernier, nos États, parce qu'à Malte, il y a eu une réunion du Conseil de nos États, ont pris la décision de passer un accord avec le gouvernement libyen reconnu par les puissances européennes. Il n'y a pas de gouvernement en Libye. Il n'y a aucun gouvernement, enfin aucune autorité qui contrôle les gardes-frontières et les gardes-côtes. Ce qu'ils veulent juste, c'est permettre le fait de refouler massivement tous ceux qui arrivent dans les eaux territoriales libyennes vers la Libye avant qu'ils soient dans les eaux internationales. C'est ça l'enjeu de cet accord. Et peu importe, ça a été dit aussi cet après-midi, peu importe qu'en Libye, il y a un rapport de Human Rights Watch qui est particulièrement effarant sur ce qui se passe en Libye. Peu importe que la torture soit effectivement pratiquée au quotidien, que ceux qui pratiquent ces tortures sont les milices libyennes, celles justement qui sont aux ordres du gouvernement reconnu par l'Union européenne. Le gouvernement reconnu par l'Union européenne n'a pas de garde-frontières. Ce qu'il a à son service, ce sont des milices. Les milices qui justement prennent en otage les réfugiés et les migrants aujourd'hui. Donc on marche sur la tête quand on est sur ces logiques-là. Les logiques, effectivement, qui poussent les États membres à durcir les législations en permanence sont des logiques de folie. Sont des logiques qui font le jeu permanent des passeurs et des trafiquants. Parce que plus il est difficile de franchir les frontières, plus on met des barrières pour franchir les frontières, plus ça développe le trafic et les passeurs. Et plus c'est dangereux pour les personnes. Il suffit de regarder les chiffres. Malheureusement, le nombre de morts en Méditerranée ne cesse d'augmenter. Malgré l'augmentation du nombre de sauvetages, le nombre de morts en Méditerranée ne cesse d'augmenter. Et ça continuera tant qu'on aura des politiques de cette nature-là. Le seul moyen de lutter et de sauver des vies humaines, c'est d'ouvrir des voies légales pour les migrants et pour les réfugiés. Ça, c'est la position du Parlement européen. Pour dire qu'est-ce qui se passe là-haut. Malheureusement, le Parlement européen, qui théoriquement, depuis le traité de Lisbonne, j'ai été une adversaire du traité constitutionnel, ceux qui me connaissent, elle radote, elle répète toujours la même chose. J'ai été une adversaire du traité constitutionnel, mais je reconnais que dans le traité de Lisbonne, qui était adopté malgré le refus du peuple français du traité constitutionnel, les droits du Parlement européen ont été augmentés. Sur ces sujets-là, le Parlement européen est ce qu'on appelle co-législateur. Seule la Commission européenne propose des textes. Mais une fois que la